Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'août et je vous ai même pas précisé lors de la vidéo de la semaine dernière, mais le décor a changé parce que tout simplement on a modifié l'arrangement de notre chambre avec mon copain et mon bureau est passé ici alors qu'avant pour vous il était vers là-bas, ce qui fait que par contre je suis moins bien éclairée, j'ai moins de luminosité, donc là c'est pour ça que comme il pleut toute la journée, je tourne avec la ring light, donc le rendu est un peu moins sympa, et surtout je vais refaire le design que j'avais fait un petit peu, vous savez, avec des illustrations et tout, mais j'attends de recevoir des cadres parce que j'ai envie de faire ça avec des cadres un petit peu sympas, donc c'est pour ça que pour l'instant le décor est un petit peu moins joli que ce qu'on avait avant, mais je travaille là-dessus, et on passe directement aux livres dont je vais vous parler. Je les ai tous mis dans ce petit bac ici, sauf un seul que j'ai lu en e-pub sur NetGalley, puisque c'était un service presse que j'ai reçu sur NetGalley UK, donc en VO, et c'est Beautiful Ugly de Alice Finney, qui est mon premier thriller de cette autrice, qui est censée être quand même assez réputée dans son genre. Pour parler du résumé, on y suit le personnage de Grady, qui est un auteur à succès jusqu'au jour où sa femme va disparaître, et il va avoir beaucoup de mal à se remettre de sa disparition et du fait de ne pas savoir ce qui lui est arrivé. Donc du coup, un an plus tard, son agent va lui proposer d'aller sur une île qui s'appelle, je me rappelle plus de l'île, mais sur une île en gros en Irlande, un petit peu désolée, où il y a vraiment pas beaucoup de monde, il n'y a pas de touristes, il n'y a rien. L'accès se fait par un ferry qui circule que quand les habitants le veulent bien. Et il aurait une sorte de petite cabine dans les bois. Sauf que quand il arrive sur l'île, il va très vite se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres. On lui envoie des articles qu'avait écrit sa femme avant sa disparition. Il y a plein de choses qui se passent. J'ai pas été archi convaincue. Je crois que j'ai mis 3 sur 5. Parce que déjà, j'ai trouvé les deux personnages principaux absolument détestables. Autant sa femme qui a disparu que le personnage de l'auteur. Voilà, il était très très chiant. Pour ce qui est du plot twist, je peux pas vous en dire trop, mais je trouve qu'il y a un certain type de narration que tu ne peux pas faire avec certains types de plot twist, et dès que je vois ce genre de choses, c'est quelque chose qui pour moi ne fonctionne pas du tout, c'est hyper rédhibitoire, mais à part ça, j'ai quand même aimé toute l'ambiance sur l'île, un petit peu huis clos. J'ai aimé les protagonistes féminins autres que notre personnage principal, ce côté aussi très féministe, on a des personnages féminins qui veulent pas se laisser faire, ça j'ai trouvé ça cool, et ça reste un roman qui se lit quand même assez vite. Donc voilà, pas celui que je vous recommanderais le plus en termes de thriller parmi ceux que j'ai lus ce mois-ci. Je vais attraper un petit peu au pif maintenant. Bah voilà, en parlant d'un autre thriller que j'ai pas adoré ce mois-ci, on a Ils sont chez nous de Lisa Jewell, une maison de famille, 3 cadavres, et donc celui-ci, ça se passe sur donc plusieurs années. Au tout début, on a plusieurs familles qui vivent dans une maison un peu à la manière d'une secte, il se passe des choses bizarres, et ils vont être retrouvés quasiment tous morts. Je vous dis pas qui est mort et qui est pas mort, quasiment tous morts, et il y a un bébé qui va en réchapper. Ce bébé-là, dans le présent du livre, elle va hériter de la maison, et quand elle va y retourner, eh bien certains acteurs de ce qui s'était passé les années précédentes vont refaire surface, et il va falloir découvrir un petit peu ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai trouvé l'histoire, alors ça se lit quand même assez facilement, ça pour le coup on peut pas lui enlever. J'ai aimé aussi le fait qu'il y ait des scènes qui se passent dans des endroits que je connais, parce que alors ça se passe de base en Angleterre, mais il y a toute une partie qui se passe à Antibes, qui est à côté de là où je vais déménager très bientôt, donc c'était assez fun de voir ça. Par contre, pareil, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, et surtout j'ai pas réussi à être à fond dans l'intrigue, dans le plot, c'est-à-dire que j'avais pas particulièrement envie de savoir ce qui se passait, j'avais pas envie de savoir le plot twist, et comme je vous le dis souvent, pour moi c'est le truc le plus important d'un thriller, c'est d'avoir envie de comprendre ce qui s'est passé, de résoudre l'intrigue avant qu'elle ne soit résolue pour nous dans le livre, et là j'ai pas eu ça, sachant qu'en plus je l'ai écouté en livre audio, et je trouve que généralement, moi, si j'ai pas trop aimé un thriller en audio, je l'aurais encore moins bien aimé en papier, parce que l'audio rajoute parfois cette fluidité et coupe un petit peu les lenteurs qu'on peut avoir trop à l'écrit, même si, bon, bien évidemment, c'est le même texte, mais ça rajoute un dynamisme qui fait que parfois ça passe mieux. Donc voilà, honnêtement, si je devais choisir entre les deux thrillers que j'ai lus, donc de Alice Finney et de Lisa Jewell, je vous conseillerais déjà plus le Alice Finney que celui-ci, même si le Alice Finney n'est pas encore sorti, il sortira en janvier 2025. Et le dernier thriller que j'ai lu ce mois-ci, qui est à peu près le seul que je vous recommande vraiment à 100%, c'est À la poursuite du croque-mitaine de Richard Chizmar. Alors celui-ci assez bizarre, parce que quand je l'ai commencé, je me suis dit... Alors après c'est précisé, mais je me suis demandé si c'était une œuvre de fiction ou pas, parce que le personnage principal s'appelle Richard Chizmar, donc comme l'auteur, et il est auteur. Donc tu commences le livre, tu te dis, ok, est-ce que c'est de la fiction autobiographique? Est-ce qu'il raconte quelque chose qui lui est vraiment arrivé? Et en fait, pas du tout. Juste, il a, je sais pas, nommé son personnage comme lui à peu près. Et ce qui est marrant aussi, c'est que son personnage
écrit à certains moments avec Stephen King, et Richard Chizmar écrit beaucoup aussi avec Stephen King. Donc il y a ces trucs de, il a quand même, il le dit au début, il incorpore des faits de sa vie réelle et de sa ville notamment de jeunesse dans le livre, mais ça reste complètement de la fiction sur l'intrigue du croque-mitaine. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était assez original. Pour parler du résumé, du coup, on y suit un auteur, Richard Chizmar, en été 1988, qui vient d'être diplômé et qui retourne dans sa ville natale pour préparer le mariage avec sa future femme. Sauf que quand il retourne là-bas, eh bien, il découvre qu'il y a une série de meurtres qui vient de commencer avec un tueur en série qui va être nommé par les habitants le croque-mitaine. Et voilà, la police a beaucoup de mal à essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé, donc lui va décider de s'allier avec son ami journaliste pour enquêter un petit peu, essayer de comprendre ce qui se passe, sachant que le tueur a l'air d'avoir une affection particulière pour notre personnage principal. J'ai beaucoup aimé. En termes de plot twist, j'ai aussi aimé la manière dont ça a été fait parce qu'il y a eu quelque chose d'assez réaliste dans la manière dont l'enquête est traitée, ce qui manque parfois un peu dans certains thrillers, et je pensais que c'est quelque chose que j'aimerais pas. Au final, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Il y a un deuxième tome qui s'appelle Becoming the Boogeyman, je crois, dans le tome 2, donc devenir le croque-mitaine, je sais pas comment ça a été traduit, mais très envie de le lire pour avoir la suite de cette intrigue. C'est pas le meilleur thriller que j'ai lu, mais clairement j'ai trouvé que c'était bien et ça me donne envie d'en lire d'autres et de lire les œuvres qu'il a faites avec Stephen King. Après, j'ai lu La planète des singes de Pierre Boulle, tout simplement parce qu'il y a le nouvel opus qui est sorti récemment au cinéma et j'avais envie de lire ou relire, parce que je me rappelle plus, je pense que je l'ai déjà lu plus jeune, mais j'en avais aucun souvenir, donc je me suis dit je vais le relire et comme ça après je pourrais re-regarder les films et aller voir le tout dernier. Donc dans celui-ci, je vous fais le résumé, mais bon je pense que vous connaissez. On y suit en gros le professeur Antel, Arthur Levin, son second, et un journaliste qui s'appelle Ulysse Mérou, qui sont dans un vaisseau spatial en gros pour aller conquérir les planètes quoi. Et ils vont tomber sur une planète qui ressemble étrangement à la nôtre, et quand ils vont atterrir dessus, ils vont se rendre compte que eh bien, les rôles sont inversés. Les humains se comportent comme des singes, et c'est les singes qui régissent la planète. Donc en gros c'est comme si l'évolution s'était inversée, c'est les singes qui ont évolué et les humains qui n'ont pas évolué, et donc le personnage d'Ulysse Mérou va devoir leur montrer que ce n'est pas un humain comme les autres et que c'est un humain élevé, éduqué. J'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. On sent sur beaucoup de points que ça a été écrit je crois en 1912 quand même, mais j'aime bien le message globalement et j'ai trouvé que c'était vraiment assez bien fait. Ça se lit très vite parce qu'il fait je crois 170 pages, donc voilà. Mais il y a des choses différentes par rapport au film, donc j'ai hâte maintenant de re-regarder le film pour voir un petit peu tous les points qui diffèrent. Ensuite, de Stephen King, j'ai lu Le Singe, puisque je vous en ai parlé dans la vidéo où j'ai annoncé les différents livres qui allaient être adaptés en film ou en série, et dedans il y a celui-ci avec notre personnage principal qui va être joué par Theo James, donc j'avais envie de le lire avant l'adaptation. Pour le coup, j'ai acheté quasiment tous les livres qui me tentaient le plus dans les prochaines adaptations pour pouvoir les lire avant, et celui-ci en faisait partie. On y suit le personnage de Bill qui, quand il était petit, est tombé sur un singe ici, avec des cymbales, sauf que très vite il s'est rendu compte que c'était un peu une entité maléfique entre guillemets, puisque dès que ce singe claque de ses cymbales, eh bien il y a quelqu'un qui meurt, et Bill pensait s'en être débarrassé. C'est pas Bill, Bill c'est son frère Al, pardon, parce qu'il y a c'est des jumeaux. Al pensait s'en être débarrassé jusqu'au jour où il revient dans sa maison d'enfance avec ses enfants, enfin avec ses deux enfants et sa femme, et il se rend compte que le singe est revenu et maintenant ses fils veulent jouer avec. Donc voilà, Al est un petit peu en mode là il va falloir que je le dégage avant que toute ma famille n'y passe. J'ai trouvé que c'était assez bien fait, c'est une nouvelle hein, donc c'est 60 pages, 70 pages, ça se lit très vite. Par contre je tiens à mentionner, j'ai lu aussi la Running Man, mais je l'ai lu en septembre donc je vous en parlerai à la fin du mois. Dans les œuvres de Stephen King, les plus anciennes comme les plus récentes, j'ai l'impression qu'il utilise beaucoup le N-word, donc je préfère le préciser. Généralement c'est pour venir mettre en avant le racisme des personnages, mais voilà, je préfère le préciser parce que c'est vraiment à de nombreuses reprises quand même que c'est utilisé. Et voilà pour mon avis sur celui-ci. Ensuite j'ai lu Pour les générations futures de Simone Weil, publié aux éditions Albin Michel. Lui c'est une retranscription d'une allocation tenue par Simone Weil à l'école normale supérieure, je crois si je me trompe pas, en avril 2005, où elle vient parler de sa déportation, elle vient parler de l'importance du devoir de mémoire, elle vient parler de l'importance de reconnaître l'impact qu'a eu chaque pays dans ce qui s'est passé, et elle parle aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant, sur le devoir de mémoire, de la manière dont il va falloir
continuer du coup à transmettre voilà, ce qui s'est passé pendant la Shoah et la manière dont ça peut être complexifié par le fait que les futures générations, c'est-à-dire nos enfants notamment, n'auront plus ces personnes-là vivantes en fait pour leur raconter de vive voix ce qui s'est passé, et donc il faut pas que ça ait un impact négatif sur ça, avec une montée du négationnisme par exemple. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant là-dessus, sur la manière dont on peut faire pour se souvenir de ça, et puis surtout voilà, parler de la responsabilité de chaque pays dans ce qui s'est passé et de ses habitants. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant, encore une fois. De toute façon les œuvres de Simone Weil sont souvent très intéressantes et percutantes. Je vous le recommande, pareil il est pas très long, hein. Je crois qu'il fait... sans les notes, il doit faire 90 pages et avec les notes, il en fait 120 il me semble. Ensuite, j'ai lu celui-ci, The Darkness Within Us de Tricia Levenseller, qui est donc le tome 2 de The Shadows Between Us, que j'avais bien aimé. Celui-ci, j'ai beaucoup moins accroché. On y suit la sœur du personnage principal de The Shadows Between Us, qui s'appelle donc ici Chrysanta. Et un petit peu comme sa sœur, c'est des femmes très indépendantes. Elle a toujours refusé de subir son destin, de subir sa vie, puisqu'on est dans une société où les femmes ne peuvent vivre qu'à travers leur mari, leur frère, leur père. Elles n'ont aucune liberté en dehors de ça, donc Chrysanta elle a choisi d'épouser un vieux monsieur qui a ça de rendre l'âme, comme ça dès qu'il décède, eh bien récupère sa fortune. Jusqu'au jour où il décède, sauf que plot twist, eh bien il y a son héritier qui arrive. Elle ne savait pas qu'il avait un héritier, sinon elle l'aurait pas choisi, et donc elle est en mode bah merde, je me retrouve sous le joug d'un autre homme, entre guillemets. Donc elle va tout faire pour essayer de le sortir de sa vie, de l'éliminer, sauf que bah lui aussi il a envie de tout faire pour la virer, donc vous vous doutez bien que c'est un petit enemies to lovers. Je suis passée assez à côté de la romance, je vous avoue, j'ai pas trop accroché avec les personnages principaux. En fait, j'y trouve rien de mauvais entre guillemets, je pense juste que c'était pas du tout l'histoire pour moi. Par contre j'ai aimé le côté féministe de l'histoire, dans le sens où on a vraiment des personnages qui sont prêtes à tout pour pas se laisser faire, prêtes à tout pour revendiquer leur liberté, et ça je trouve que c'est assez intéressant dans la manière dont c'était fait dans ce livre. Mais voilà, tout le reste pour le coup je suis passée complètement au-dessus, j'étais zéro impliquée dans leur romance, pas du tout impliquée dans les plot twists et tout. Et en plus de ça, je trouve que l'édition Fairyloot, je vous montrerai pas les fanarts, mais spoil un plot twist. Donc je trouve ça vraiment dommage, un plot twist qui arrive tard quand même en plus dans l'histoire. Donc bon, déçue. Et je pense pas trop relire de Tricia Levenseller parce que sur tous ceux que j'ai eu, il y en a qu'un que j'ai apprécié et ça n'avait pas été un coup de cœur. Et enfin, le dernier que j'ai lu, c'est le tome 5 de Lore Olympus. Alors je pensais que je ne l'avais pas lu, j'ai vérifié sur mon Goodreads avant de l'acheter, plot twist, je l'avais déjà lu, du coup je l'ai relu, voilà, j'étais persuadée de pas l'avoir lu. Bon, au final j'ai beaucoup aimé ma relecture, je l'ai autant aimé que la première fois que je l'avais lu, et surtout j'ai trop hâte de découvrir le tome 6 maintenant. Je sais que je pourrais avancer en le lisant sur Webtoon, mais j'aime tellement l'histoire que j'adore la découvrir sur les planches, j'aime trop la voir en papier, j'adore l'humour, j'adore les dessins, j'aime trop la plume de Rachel Smith, donc je suis obligée de le lire en papier. Et pour ceux qui savent pas de quoi ça parle, c'est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone, mais un petit peu modernisée, puisqu'une partie de l'histoire se passe dans le monde moderne. Bon, comme d'habitude, il y a certains aspects un petit peu problématiques, mais c'est la mythologie grecque, j'ai envie de dire, tout est problématique dans la mythologie grecque à partir du moment où ça se zigouille, mais ça se marie aussi entre frères et sœurs, c'est un petit peu problématique. Là, par exemple, on a un age gap, et en plus, c'est son oncle. Mais mythologie grecque oblige, j'ai envie de dire, donc... faut passer outre si jamais vous y arrivez, sinon passez votre chemin. Et enfin, j'ai lu A Song to Drown Rivers. Je l'ai pas avec moi non plus celui-ci parce que je l'ai lu sur NetGalley, j'avais oublié de le mettre tout au début avec le premier, mais je l'ai adoré, c'est par Anne Yang. Anne Yang, moi je la connaissais surtout pour ses romances en fait, pour vous dire certaines romances qu'elle a écrites et que j'ai beaucoup aimé. Elle a écrit If You Could See the Sun, et elle a écrit This Time It's Real, que j'avais aussi beaucoup aimé. C'est des romances très cute, généralement qui se passent au lycée ou à l'université, il y a quasiment jamais de smut, et c'est vraiment la définition de la romance cute par excellence. Donc là je l'attendais avec impatience sur un genre très différent, avec de la fiction historique, un peu de fantasy, mais sans être trop de la fantasy, de la mythologie asiatique, bref. Le genre est assez difficile à définir, mais j'ai absolument adoré. Pour vous parler du résumé, je le prends ici pour pas vous spoiler, mais c'est inspiré par la légende de Xishi, qui est une des célèbres 4 beautés de l'ancienne Chine. Et donc c'est écrit que A Song to Drown Rivers, c'est une fantaisie historique épique à propos de la féminité, de la guerre, du sacrifice et de l'amour contre tout. Et donc nous on y suit le personnage de Xishi qui a toujours été défini par sa beauté. On est dans un royaume qui est divisé entre les Yu et les Hu. Les Hu, je sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolée, qui se font la guerre depuis un long moment, et en fait elle va être recrutée par un des soldats de l'empereur pour en gros être envoyée en espionne
dans le royaume ennemi pour en gros séduire le roi, leur roi à eux, et le faire entrer en fait dans ses filets pour pouvoir ensuite communiquer de l'information et faire tomber le royaume ennemi pour protéger son propre royaume à elle. Et voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, sans trop vous en dire, c'est la dualité de la romance, parce que je choisis bien mes mots parce que je veux vraiment pas vous spoiler, mais on a aussi un personnage qui se retrouve à vivre pendant plusieurs années dans le royaume ennemi, et on la voit qui essaye de se rappeler à chaque fois ce que ce royaume ennemi a fait à son royaume, et de se rappeler que les gens qui sont des monstres pour nous, bah parfois on est des monstres pour eux, et il y avait tout ce truc qui montrait à quel point c'était dur psychologiquement pour elle de se rappeler son devoir quand elle voyait aussi ce qui se passait dans l'autre royaume, ce que son royaume faisait aussi de l'autre côté, et de se lier petit à petit à leurs dirigeants, sachant qu'elle est aussi liée à un personnage qu'on a dans son royaume à elle. Bref, j'ai trouvé que c'était très très bien fait parce que c'est réaliste dans la dualité que ressent le personnage de A à Z durant sa mission, et j'ai adoré, j'ai trouvé la fin hyper originale, et je peux que vous le conseiller si vous aimez ce genre de livre. Je pense que c'est une des meilleures fantaisies dans ce style que j'ai pu lire cette année, et j'ai trop envie de redécouvrir An Liang dans ce registre-ci, parce que franchement c'était magnifique, et la plume était absolument sublime. J'ai trouvé qu'elle écrivait d'une super belle manière. Enfin, je trouve ça assez rare de réussir à transposer aussi bien son style d'écriture de la romance à de la fantasy, à de la fiction historique comme ça, et c'était vraiment très très bien fait. Je peux que vous le conseiller. Il sort normalement en anglais en octobre, je crois que c'est le 5 octobre si je dis pas de bêtises, donc franchement si vous lisez en VO, mais foncez parce qu'il vaut trop le détour, et la couverture est absolument magnifique en plus, donc que des raisons de foncer. Et voilà qui conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire quelle a été votre meilleure et votre pire lecture du mois, et puis surtout s'il y a des livres dont j'ai parlé qui vous tentent ou que vous avez lu, je serais ravie d'avoir votre avis. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.